Et à tous, merci d'être là pour cette deuxième formation Odile qui portera sur la cybersécurité des journalistes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nelly, je suis cofondatrice de Check First. On est une entreprise finlandaise qui fournit des solutions méthodologiques et logicielles aux personnes qui luttent contre la désinformation. Et on a le plaisir de mener le projet Odile avec l'Organisation internationale de la francophonie depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Odile, c'est 83 initiatives de lutte contre la désinformation dans l'espace francophone. Et cette année, on sort une nouvelle saison de notre podcast, Odile le podcast, des vidéos et des formations, comme aujourd'hui, où nous avons le plaisir d'accueillir Baptiste Robert, qui va nous faire une formation sur la cybersécurité à destination des journalistes, mais plus largement des personnes qui font de la recherche en source ouverte ou qui luttent contre la désinformation. Baptiste se présente comme un hacker éthique et est fondateur de Predictalab. Baptiste, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. L'idée générale de cette formation va être de vous donner des notions en termes de cybersécurité et aussi de vous montrer les menaces de manière extrêmement pratique de ce qui potentiellement peut poser sur vous, sur votre activité et en fonction du pays où vous êtes, les différents acteurs qui peuvent vous attaquer, et ensuite de mettre des solutions très concrètes face à ces menaces. Je vais partager mon écran. En théorie, vous devez voir mon écran maintenant. Oui, ça devrait être c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, je vais déjà rapidement, je vais très rapidement me présenter. Donc, comme Nelly l'a dit, effectivement, je suis le fondateur, le cofondateur de Predictalab. Je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux en tant que hacker éthique, pour avoir trouvé notamment des failles de sécurité dans des applications mobiles, des sites internet et plus particulièrement de gouvernement, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le gouvernement indien, un petit peu français, un petit peu américain. J'ai fait 2-3 choses en Russie, en Chine aussi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ces thématiques de la cybersécurité au niveau gouvernemental. Et aujourd'hui, j'ai une belle communauté sur Twitter, puisque j'ai 240 000 followers, quelque chose comme ça. Voilà, pour aller faire une présentation très rapide. Alors on va commencer. J'ai divisé cette présentation en 4 parties en réalité. Vous allez voir, il y a une première partie qui va être une partie plutôt théorique. L'idée n'est pas de vous étouffer sous la théorie, mais qu'on pose ensemble en fait un vocabulaire et qu'on soit tous raccord sur les notions à connaître. N'hésitez pas, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris. On est en plus en petit comité, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et vraiment, je suis là pour y répondre. Alors, la première notion que je souhaitais introduire, c'est la notion de modèle de menace. Qu'est-ce que c'est un modèle de menace ? Ça va être le fait de déterminer quelles sont les menaces qui vont peser sur vous, en tant que personne physique, sur votre société, la personne morale, sur votre activité, et d'estimer, si je le dis d'une manière un petit peu différente, d'estimer quels sont vos ennemis. Si on prend un exemple très, très schématique, est l'exemple de Batman. Batman, qui sont les personnes qui sont après Batman ? Vous avez les méchants, donc le Joker, le Pingouin, etc. Vous avez la police, qui va essayer d'arrêter Batman puisqu'il a une activité illégale, et vous avez tout ce qui est journalistes qui vont essayer d'avoir de l'information sur Batman. Ça, c'est les menaces, c'est les personnes, les acteurs de la menace qui pèsent sur Batman. Et à côté de ça, il faut lister tout ce que vous souhaitez protéger. Donc, pour Batman, il va y avoir sa Batcave, son majordome, ses emails, ses textos, etc., etc. Si on prend cet exemple-là qui est sorti des comics, si on l'applique à la vie réelle, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un avocat, un journaliste d'investigation, un homme politique,
Non, ces trois personnes-là n'ont pas le même modèle de menace. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même type d'ennemi. Et si aujourd'hui, vous travaillez sur une investigation, une enquête qui va faire que vous allez vous opposer, par exemple, à un État, potentiellement, vous allez avoir des acteurs étatiques en face de vous, qui vont avoir des moyens, du temps, et qui vont avoir une force de frappe qui est bien plus importante que si vous êtes, entre guillemets, employé de bureau et que vous allez embêter plus ou moins personne. Donc le modèle de menace, c'est vraiment la première étape avant quoi que ce soit pour se dire, ok, en fait, qui j'ai en face de moi. Et ce travail-là, il faut le faire régulièrement, plus que en tant que journaliste, vous pouvez très bien un jour travailler sur un sujet relativement anodin et le jour d'après travailler sur une investigation qui va être une investigation très importante. La deuxième notion, et c'est une notion qu'on va voir ensuite et qu'on va appliquer notamment au monde des smartphones, c'est la notion de surface d'attaque. La notion de surface d'attaque, qu'est-ce que c'est? Ça va être de dire, ok, juste dans la slide précédente, j'ai estimé qui étaient mes ennemis. J'ai estimé qui va pouvoir, qui m'en veut potentiellement et qui va essayer de m'attaquer. Maintenant, la question, c'est de dire par quel bout ils vont essayer de m'attaquer. Qu'est-ce que j'ai? Quelle est potentiellement la porte d'entrée pour un attaquant? Donc la porte d'entrée dans une société, là, comme vous avez dans le schéma, ça va être les ordinateurs de bureau, ça va être les téléphones portables des gens, ça va être les petits devices connectés au sein du bureau, ce type de choses-là. Et la dernière slide sur ces notions-là, c'est la notion des acteurs de la menace, des motivations qui sont derrière les personnes qui vont vous attaquer. Mettons que vous avez fait le travail. Vous vous êtes dit, ok, j'ai estimé mon modèle de menace, donc je sais qui j'ai en face de moi, je sais potentiellement le profil de mon attaquant, j'ai estimé comment il allait essayer de m'attaquer. Il va m'attaquer, par exemple, mon point faible, c'est mon téléphone portable. J'ai tout sur mon téléphone portable. Donc, il faut que je sécurise mon téléphone portable. Et pourquoi il va m'attaquer? En fait, il y a différentes raisons. Il y a différentes raisons. Par exemple, si vous avez, mettons que vous avez, je ne sais pas, vous opposez à un État, encore une fois, pour des raisons géopolitiques, vous êtes détenteur de secrets ou vous travaillez sur quelque chose de sensible, pour des raisons géopolitiques, un État va pouvoir venir vous voir. Vous êtes une société, un groupe de ransomware va vous attaquer, va chiffrer vos données pour des raisons tout à fait mercantiles, pour faire de l'argent, ni plus ni moins. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles les criminels, les cybercriminels font ce qu'ils font, et c'est important aussi de qualifier en fait la motivation qu'il y a derrière. Alors on va voir ensemble assez rapidement les différentes manières de se faire attaquer, parce qu'on en parle beaucoup, on parle de cybersécurité, etc., etc. On utilise plein de grands mots, mais en réalité, à la fin, moi j'aime bien montrer la réalité et comment ça fonctionne. Alors les manières de se faire infecter, la première, ça va être le SMS. Ce monsieur que vous avez sur la droite est un blogueur du Bahreïn, assez connu, et il a reçu ce texto-là, le texto que vous avez sur la gauche. C'est un texto qui grosso modo, lui dit, voilà, votre livraison est en cours, cliquez sur ce lien pour suivre votre livraison. Lorsqu'il a cliqué sur ce lien, le spyware, il y a un virus qui s'est installé directement sur son téléphone portable, qui a permis à un État, le Bahreïn, ici, de savoir ce que cette personne-là faisait, puisqu'il était opposé, notamment sur différentes questions, au gouvernement en place. Donc vous voyez que ça vous donne un premier élément, c'est que avec juste un texto, on peut vous attaquer et savoir connaître l'intégralité de ce qu'il y a dans votre téléphone. Donc il faut être extrêmement vigilant sur ce que vous recevez et aussi sur ce que vous cliquez. On va y revenir un peu après. Le QR code. Le QR code, c'est quelque chose d'intéressant.
En Europe, on a beaucoup vu le QR code revenir en force, revenir à la mode pendant le confinement. Le problème du QR code, c'est que vous allez placer votre confiance dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Par exemple, j'ai flashé ce QR code avec mon téléphone portable. Je l'ai flashé et en fait, lorsque vous le flashez, il va vous afficher le lien en haut dans la notification, mais à aucun moment, vous n'allez voir où est-ce que ça m'emmène. Donc en fait, vous allez sur une page internet que vous ne connaissez pas, qui potentiellement est malveillante. Donc avant de flasher des QR codes, réfléchissez bien, parce qu'en fait, vous ne savez pas où vous allez. Donc ça peut être problématique. Il vaut toujours mieux taper une URL que de flasher un QR code. Un phishing, le phishing, normalement, vous connaissez ce que c'est. Ça va être les emails qui vont être envoyés par des acteurs malveillants pour récupérer des identifiants qui sont les vôtres, qui peuvent être multiples. Il y a plein de réflexes à avoir pour reconnaître est-ce que la charte graphique, par exemple, de l'entreprise est respectée, est-ce qu'il n'y a pas des fautes d'orthographe, est-ce que la formulation est correcte, est-ce que l'adresse email utilisée est la bonne. Ici, on voit bien que l'adresse email est pas correcte. Et donc, il y a des réflexes à avoir pour toujours essayer de se dire, ok, bah là j'ai un truc de DHL en face de moi, mais est-ce que c'est vraiment DHL en réalité? Alors, ça, c'est une autre menace que les gens connaissent moins, qui s'appelle le typo-squatting. Ici, vous avez deux adresses, Amazon.com et Amazon.com. La réalité, c'est que ces deux adresses sont complètement différentes. Alors, si vous regardez un petit peu, vous allez voir et vous allez dire, bah non, c'est exactement la même chose. En réalité, pas du tout. Il y en a un qui va utiliser un A cyrillique, et il y en a un qui utilise un A de l'alphabet latin. Donc le deuxième Amazon que vous voyez en bas renvoie sur le Amazon.com qu'on connaît tous. Le premier va renvoyer sur un site que vous ne connaissez absolument pas. Et c'est là où vous commencez à comprendre que, en réalité, quand on va vous présenter un lien, il va être très très compliqué pour vous de discerner si c'est un bon lien ou si c'est un mauvais lien. Donc il faut vraiment vérifier tous les liens sur lesquels vous cliquez. Avant de cliquer dessus, il faut vraiment comprendre le contexte et voir qui vous a envoyé le lien, est-ce que vous pouvez lui faire confiance, etc. etc. Alors ça, c'est un petit slide pour vous montrer qu'on peut faire des attaques par phishing très très rapidement. Aujourd'hui, les cybercriminels ont des outils, ils ont automatisé pour créer des pages de phishing. Par exemple, ici, vous tapez un numéro et vous pouvez avoir une page qui va être une fausse page pour demander à un utilisateur de mettre ses identifiants. Ça peut être la fausse page de Twitter, de Pinterest, de Snapchat, de LinkedIn. Et tout ça est automatisé. Vous mettez juste un numéro et ça marche. Et par exemple, j'ai simulé une attaque. Vous voyez l'URL en haut. L'URL en haut n'est pas du tout LinkedIn. C'est une fausse page LinkedIn que j'ai créée et que j'ai mis à disposition sur Internet. J'ai mis mes identifiants dessus. Et en réalité, comme j'étais déjà enregistré, comme j'étais déjà authentifié sur ce navigateur-là, en fait, il m'a redirigé automatiquement sur LinkedIn. Et j'ai pas vu. J'ai pas vu, je me suis fait hacker. Et on voit que on a bien mon compte qui apparaît ici avec mon mot de passe. Donc, un attaquant, il a juste un numéro à taper pour se dire, OK, bah, je veux par exemple la page d'identifiant LinkedIn, déposez-la moi sur telle URL, la victime va rentrer ses identifiants et ça va être complètement transparent et vous n'allez même pas voir que vous avez été hacké. Alors les conseils qu'on peut donner suite à ces différentes slides que vous avez pu voir, c'est dans un premier temps, soyez conscient de votre empreinte numérique. L'empreinte numérique, qu'est-ce que c'est? Ça va être toutes les traces que vous laissez sur Internet. Toutes les traces que vous laissez de manière active. Vous êtes dans un endroit avec de la famille, avec des amis, vous prenez une photo, vous êtes au restaurant, vous êtes avec des collègues, vous prenez une photo, vous publiez sur Twitter, Facebook, Instagram ou que sais-je.
Ces informations, vous les postez de vous-même et vous donnez une information au monde entier en disant bah, voilà, je suis à tel endroit, à telle heure, avec telle personne. Et après, il y a toutes les informations passives qui sont récoltées par les différentes applications. Vous avez la géolocalisation qui est activée. Telle application va venir prendre votre géolocalisation et va l'envoyer sur ses serveurs pour ensuite l'utiliser, etc., etc. Le deuxième point, il est important, c'est, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, cliquez seulement sur les liens qui vous semblent raisonnables après avoir effectué une vérification, et donc évitez réellement le fait de cliquer sur des liens qui vous semblent un peu bizarres, un peu particuliers. Il en va de même pour les applications mobiles. On va y revenir. Pour les applications mobiles, n'installez pas n'importe quoi. Il y a des réflexes à avoir. Lorsque vous installez une application mobile, il faut vérifier qui a développé l'application. Est-ce que les commentaires de l'application sont bons? Et quelle est la source sur laquelle, quel est le magasin d'applications sur lequel vous allez chercher cette application-là. Et donc, il y a quelques réflexes à avoir comme ça. Activez les mises à jour automatiques. Absolument, absolument, absolument. Il faut que vos appareils soient à jour, vos téléphones portables soient à jour, il faut que vos ordinateurs soient à jour, il faut que les logiciels que vous utilisez sur vos ordinateurs soient à jour. C'est très, très important, puisque plus vous serez à jour, plus vous aurez les derniers correctifs de sécurité et mieux ce sera pour vous et votre sécurité. Ensuite, il y a un concept qui est extrêmement important, qui est il faut utiliser absolument, absolument, absolument des mots de passe différents. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe, et on va le voir dans une partie ensuite, il y a un réflexe qui consiste à dire bon, ok, j'ai des comptes un peu partout, sur tous les réseaux sociaux, sur plein de sites, et en fait, c'est trop compliqué de retenir plein de mots de passe. Et on a tendance à utiliser un seul mot de passe pour tous les services. La conséquence de ça, ça va être que si un hacker demain arrive à hacker un site internet, il va obtenir votre adresse email ou un pseudonyme et le mot de passe associé, il ne va pas juste compromettre un compte sur un site, il va compromettre l'intégralité de votre vie numérique. Et c'est là où vous voyez que c'est intéressant d'avoir plusieurs mots de passe, puisque si tous vos mots de passe sont différents, alors si un hacker va hacker un service, un site internet, il aura hacké que ce site internet. Et il ne va pas compromettre toute votre vie numérique. Et c'est pour ça que les managers, les password managers, vont être intéressants, les gestionnaires de mots de passe vont être intéressants, et on va voir comment les utiliser. Le dernier point, il est fondamental. Ça dépend excessivement de l'endroit où vous résidez, où vous travaillez, où vous voyagez. Il y a des pays où c'est plus simple que d'autres. Il faut faire attention aux endroits où on se connecte. Lorsque vous êtes en mouvement, lorsque vous êtes chez quelqu'un ou autre, vous allez avoir à l'hôtel, par exemple, des réseaux Wi-Fi disponibles. Vous n'avez aucune idée de à qui appartient le Wi-Fi, qui surveille ce Wi-Fi, qu'est-ce qui se passe sur ce réseau-là. Et donc, vous mettez, un peu de la même manière que le QR code, vous mettez votre confiance dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et potentiellement, si, je dis n'importe quoi, vous êtes en voyage dans le cadre d'une enquête, vous allez à l'hôtel, vous connectez au Wi-Fi de l'hôtel, et que vous travaillez le soir dans votre chambre, potentiellement, les informations que vous allez transmettre en travaillant le soir dans votre chambre vont être surveillées, utilisées contre vous ensuite. Donc il faut faire très très attention à sa manière de voyager, à sa manière de se connecter sur les différents réseaux. Alors on va parler un petit peu des téléphones globalement. Les téléphones portables, il y a des bonnes pratiques qu'il faut adopter et qui sont toujours bonnes à rappeler. Alors on va prendre le concept qu'on a vu, la notion qu'on a vue tout à l'heure, qui est la notion de surface d'attaque.
La surface d'attaque, je rappelle, ça va être l'estimation de par où mon ennemi va m'attaquer, par où l'attaquant, potentiellement, va essayer de m'attraper, va essayer de rentrer dans mon système. Comme beaucoup, on est tous, je pense que tous, autant qu'on est ici, on a tous un téléphone portable, on fait tous énormément de choses avec, et si quelqu'un compromet notre téléphone portable, il va obtenir beaucoup d'informations. Et le téléphone portable, la surface d'attaque est extrêmement large. Elle est extrêmement large. Typiquement, ce que je racontais tout à l'heure, si vos applications, ici en violet, si vos applications ou votre système d'exploitation n'est pas à jour, alors vous n'allez pas avoir les derniers correctifs de sécurité. Et ça peut être un très gros problème, puisque si vous, en fonction de la taille de votre ennemi, en fonction des personnes qui vont essayer de vous attaquer, eh ben, ils vont pouvoir rentrer par là. Vous avez par exemple des applications qui, sur la gauche, qui fuitent ou transfèrent de la donnée sans votre consentement. Donc elles vont chercher énormément d'informations, elles vont prendre de l'information chez vous et les faire fuiter d'un moyen ou d'un autre, ou alors les transmettre à des tiers, sans votre consentement. Et ça, c'est une notion très importante et fondamentale qui est que vous ne maîtrisez plus, vous ne maîtrisez pas où partent vos données. Et donc, potentiellement, vous ne maîtrisez pas comment ces données vont être utilisées. Est-ce qu'elles vont être utilisées contre vous, pour vous? C'est un vrai sujet. Et donc, le deuxième point, en partant du haut à gauche, il est très important de ne pas mélanger la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Un conseil que je donne souvent, je travaille depuis des années avec des journalistes et notamment des journalistes d'investigation, il est extrêmement important de compartimenter vos activités. Vous avez votre famille, vous échangez des messages avec madame, avec monsieur, avec les enfants, avec les parents, etc. Ça, c'est un téléphone. Et vous avez la vie professionnelle où vous devez avoir un autre téléphone qui permet de faire ce que vous avez à faire dans le cadre professionnel. Comme ça, si demain, votre téléphone professionnel se fait attaquer, la sphère familiale est préservée. Et c'est très important parce que c'est aussi du risque que vous mettez sur votre sphère familiale. Si demain, vous faites attaquer votre téléphone où il y a tout dedans, et ben en fait, dedans va être aussi embarqué toutes les photos, tous les messages que vous avez pu échanger avec la famille, et des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites dans le cadre professionnel. On va parler aussi des applications téléchargées en APK. Il y a, en fonction du pays où vous résidez, il n'y a parfois pas d'accès au Play Store. Là, parfois, la manière la plus simple d'installer des nouvelles applications va être de prendre le fichier .apk qui va correspondre à une application Android et de le télécharger directement. Sauf que ça, c'est vecteur de plein de problématiques et de plein de problématiques de sécurité. Il y a des manières de faire et il y a des manières de bien le faire. Alors par exemple, là on a un petit test. Si vous regardez ces deux écrans que vous avez en face de vous, ces deux écrans sont différents. Ils sont différents, il n'y a pas des grosses différences, mais ils sont différents. C'est un peu en fait, c'est comme une autre version de l'email de phishing que je vous ai montré précédemment, sauf que là c'est sur mobile. Et en fait, quand on regarde un petit peu ces deux écrans, à gauche, à droite, on se rend compte qu'il y a deux grosses différences. La première différence, elle va être sur le logo. Ici, sur le logo, on voit bien qu'il y en a un, celui qui est vrai, à gauche, il va avoir le logo, le G de Google, et l'autre ne l'a pas. On voit aussi que l'adresse, et ça c'est ce qui est le plus évident, l'adresse, il y en a un qui est effectivement, c'est bien dropbox.com, donc ça en est bon, et l'autre n'est pas du tout lié à Dropbox. Donc c'est ce que je vous racontais sur les réflexes à avoir lorsque vous allez ouvrir une URL, lorsque vous allez ouvrir un site internet, un email, de vérifier la cohérence de ce que vous avez en face de vous, de dire ok, attends, est-ce que l'adresse email est ok? Ouais, ça c'est bon. Est-ce que la charte graphique est ok? Ah bah là il manque un logo, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Ah,
Il y a des fautes d'orthographe. Est-ce que la syntaxe est bonne? Parfois, les attaquants ne parlent pas la langue, donc ils vont utiliser des traducteurs qui vont être plus ou moins maladroits. Et donc, si la langue n'est pas très bien formulée, c'est pas que la personne en face de vous n'est pas douée, c'est juste qu'il ne parle pas la langue. Alors, le téléchargement d'applications. Comment ça se passe? Téléchargement d'applications, on va avoir le Play Store. Le Play Store qui va être vraiment l'endroit principal sur lequel il vous faut aller pour télécharger des applications. Si vous avez l'accès, la possibilité, ça doit réellement être votre point d'entrée sur lequel vous devez télécharger les applications. C'est vraiment le premier endroit sur lequel vous devez regarder. C'est le store officiel, vous avez tout ce qu'il faut et Google fait énormément de mesures pour justement faire attention aux applications qui sont mises dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aujourd'hui sur le Play Store des mauvaises applications. Au contraire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malware sur le Play Store. Au contraire. Et il y a des réflexes à prendre. C'est-à-dire que lorsque vous allez aller sur le Play Store, il vous faut avoir, on va le faire ensemble. Hop là, pardon. On va le faire ensemble. Hop. Donc, par exemple, si j'ouvre ce lien, je vais aller sur le Play Store et je vais prendre une application. Je vais prendre une application, voilà, celle-ci par exemple. Je prends une application et on voit, en fait, le premier réflexe à avoir, c'est de se dire, ok, est-ce que déjà la fiche Google a été travaillée? Est-ce qu'ils ont mis des captures d'écran? Oui, effectivement, ils ont mis des captures d'écran. Ils ont mis des captures d'écran qui sont même assez professionnelles. Ils ont une icône qui aussi a été travaillée. Donc ça, c'est OK. Ils ont mis une description. Dans la description, on n'a pas de faute d'orthographe, elle est cohérente. Est-ce que l'application est mise à jour? Est-ce que la dernière fois, quand est-ce que l'application a été mise à jour? Est-ce que le développeur a créé d'autres applications? Donc on va voir, le développeur, il a créé effectivement d'autres applications. Donc on peut aller vérifier, regarder les dernières applications qu'il a faites. On va aussi s'intéresser aux commentaires qui vont être marqués ici. On a des notations, l'application est relativement bien notée, et on voit qu'on a des commentaires assez élogieux par rapport à cette application-là. Et donc, c'est cette vérification qu'on va effectuer pour se dire, OK, bah, là, celle-ci, elle est OK. On va pouvoir la télécharger. Parfois, dans certaines applications qui sont même dans le haut du classement, vous allez avoir des commentaires qui vont être assez particuliers. Vous allez avoir des commentaires qui vont dire « Ah ben non, c'est une arnaque, je me suis fait prendre 10 € par mois, etc. etc. » Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas juste se dire « Ah ok, je veux cette application, je clique sur « Installer ». C'est de prendre le temps de se poser et de prendre le temps de regarder et de se dire « Ok, ouais, ça me semble sérieux, je peux y aller et je télécharge l'application en question. » Si vous n'avez pas accès, pour une raison X ou Y, il y a dans certains pays où l'accès, la connectivité est compliquée, dans certains pays où politiquement, pour des raisons politiques, géopolitiques, parfois techniques, l'accès au Play Store a été coupé, vous avez des sites intermédiaires. Vous avez des sites alternatifs où vous allez pouvoir télécharger des points APK directement depuis votre ordinateur ou depuis même votre téléphone. Et ces sites internet-là, c'est vraiment des stores alternatifs où vous allez avoir plein d'applications. Par exemple, on va regarder ceci. Donc là, on voit que sur ce site internet-là, par exemple, on va avoir de la même manière, alors c'est moins joli, évidemment, mais de la même manière que sur le Play Store, on va avoir des catégories. On va pouvoir cliquer sur une application, avoir la description, les nouveautés,
et on va vraiment avoir même les différentes versions de l'application et voir quand est-ce que la dernière version de l'application est sortie, pour qui elle s'adresse, etc., etc. Ces applications, comme il est marqué dans le slide, ces applications, elles vont être vérifiées avant d'être publiées. Et c'est pour ça qu'on vous recommande, si vous n'avez pas accès au Play Store, encore une fois, si vous avez accès au Play Store, utilisez le Play Store. C'est pour ça qu'on vous recommande ces deux sites-là, puisque c'est deux sites qui sont relativement sérieux, connus. Ça, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'application mauvaise, au contraire, mais ça veut dire qu'il y a un minimum de travail qui a été fait. Et vous avez la possibilité d'avoir des applications aussi, l'application officielle. Alors, par exemple, si on va sur APK Pure, vous avez une application APK Pure qui va être une application que vous allez pouvoir mettre sur votre téléphone et qui va mettre à jour automatiquement les applications que vous avez installées. Donc, ça permet d'avoir une alternative au Play Store qui n'est pas une mauvaise alternative, qui toujours à utiliser avec des pincettes, mais qui permet de faire le travail. Typiquement, si je prends aussi ce magasin d'applications, on voit que j'ai de la même manière que sur le Play Store, je vais avoir les copies d'écran, je vais avoir ma description, je vais être capable de savoir tout, d'obtenir les informations sur le développeur, quelles sont les applications qu'il a développées, d'avoir même les notes. Donc, on a vraiment plein d'informations et qui vont nous permettre de vérifier ce qu'on est en train de télécharger. Alors là, c'est Candy Crush, donc évidemment, tout le monde connaît Candy Crush, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes sur une application un peu plus exotique, on va dire ça comme ça peut être intéressant de regarder. Par exemple, je ne sais pas, je pense qu'on tapons Bitcoin, je vais dire n'importe quoi, on va dire, je sais pas, un truc du style gagner des bitcoins. Il peut bien y avoir des arnaques. Voilà, par exemple, le solitaire qui permet de gagner des bitcoins. Bon, bah, cette application, c'est intéressant. C'est intéressant parce que en fait, c'est un dérivatif. Donc, c'est-à-dire que c'est un développeur qui a développé une application de solitaire, qui en a fait plein de dérivés. Donc, solitaire, ce aquarium. En fait, il a mis des thèmes différents et derrière, il essaie de la rentabiliser. Là-dessus, on parlait par exemple des fuites de données tout à l'heure, de la manière dont est transférées les données vers l'extérieur. Une application de ce type-là, vous ne savez absolument pas comment les données vont être utilisées. Donc, il faut se méfier. Alors, il y a des sites qui vont vous aider. Il y a des sites qui vont vous aider, il y a des sites qui vont permettre de vérifier, qui vont vous permettre de vérifier ce que vous êtes en train de télécharger. Il y a un site qui est très connu par les experts en cybersécurité qui s'appelle VirusTotal. VirusTotal, c'est complètement gratuit et ça va vous permettre très vite d'être fixé sur la nature de ce que vous êtes en train de télécharger, sur l'APK que vous avez téléchargé, l'application que vous voulez installer, ou sur l'URL sur laquelle vous hésitez à cliquer. Par exemple, là, sur ces deux écrans, mettons que sur l'écran de gauche, vous avez un point APK que quelqu'un vous a envoyé. Il vous a dit « Ah, pas de problème, vas-y, prends le point APK, installe-le, il n'y a pas de souci. » Avant de l'installer, vous pouvez cliquer sur « Choose File ». Vous allez envoyer le fichier à VirusTotal et VirusTotal va vous dire « Selon les plus grandes marques d'antivirus, je pense que ce fichier est malveillant. » ou je pense qu'il est OK. S'il est OK, il n'y a pas de problème. De la même façon, sur l'écran de droite, vous avez reçu un lien, vous hésitez à cliquer, vous posez des questions, vous copiez-collez le lien et vous le mettez dans la barre Search or Scan URL. Si vous copiez-collez ce lien, vous allez le mettre dans la barre, vous faites recherche et il va vous dire si ce lien a déjà été repéré quelque part dans le monde, comme étant malveillant ou pas. Et à la fin, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. C'est-à-dire que vous avez mis une application, vous avez mis une URL, et il va vous dire, ah bah oui,
celui-là, je le connais. Celui-là, je le connais, c'est un mail de phishing qui est utilisé. On l'a déjà flagué, on l'a reconnu. Et donc, surtout, il ne faut pas, d'après toutes ces marques de cybersécurité qui font la cybersécurité, il ne faut pas cliquer. Et donc là, vous êtes fixé. Vous savez que vous avez un diagnostic et vous savez qu'il ne faut pas cliquer. Ensuite, APK Pure, le site qu'on a regardé tout à l'heure, vous permet de vérifier la signature des applications. Alors, qu'est-ce que c'est la signature? La signature, c'est chaque fichier sur un ordinateur a une signature qui lui est propre, qui permet de reconnaître en fait le fichier, qui permet de vérifier, d'être sûr de son intégrité, que le fichier en lui-même n'a pas été modifié par quelqu'un. Donc, ce vérificateur va vous permettre de prendre un point APK et de dire « Ok, bah, ce point APK que vous avez là maintenant, il a été modifié par personne, c'est bien la version officielle de WhatsApp, par exemple. » Cet outil-là est gratuit, évidemment. Donc, vous pouvez tout à fait l'utiliser et il est disponible à l'adresse qui est affichée ici. Donc, par exemple, si vous utilisez ce vérificateur pour mettre un fichier, vous voyez que vous avez deux réponses possibles. Vous mettez votre fichier comme à droite et tout est vert. Il vous dit OK, on est OK, la signature correspond, c'est tout bon, il n'y a pas de problème. C'est une version, c'est un APK qui correspond à une version non modifiée de la version officielle. Donc vous pouvez être sûr que personne n'est passé entre l'entreprise et vous, et n'a rajouté des choses qui potentiellement pourraient vous porter atteinte. Sur la gauche, vous avez un autre exemple qui est un bon exemple, de dire « Ah bah j'ai mis une application, une certaine application Odile qui sera reconnue par nos hosts, et qui par exemple a, elle, été modifiée. Et donc, on ne peut pas être sûr de l'intégrité de cette application-là, puisqu'on l'a téléchargée sur un site qu'on ne connaissait pas. Et donc, on ne va pas installer cette version, en tout cas ce fichier-là qu'on a récupéré, on ne sait où. Alors, les applications. Les applications ici, en discutant avec une connaissance à moi, avant de faire cette formation-là, j'ai expliqué, je dis voilà, bah, je travaille avec Odile et notamment on va faire une formation pour les journalistes et c'est quelqu'un qui travaille chez Lookout. Il m'a dit mais moi ça m'intéresse, on est toujours dans l'idée d'aider les journalistes notamment et ils ont créé une application qui s'appelle Lookout for Work, qui est une application qui est disponible sur l'App Store, sur le Play Store, donc vous pouvez chercher, elle est disponible et qui permet notamment de sécuriser votre téléphone. Ils vont vérifier que toutes les applications que vous avez installées sur votre téléphone sont OK, que vous êtes connecté à un Wi-Fi sécurisé, etc., etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'installer. Elle est gratuite. Et non seulement, vous avez ici un code d'activation qui fonctionne, qui est un code universel, donc qui va fonctionner pour tout le monde et qui vous permet d'installer cette application. Donc c'est un cadeau, si je puis dire, de la part de Lookout qui permet à tout le monde d'installer leur application. N'hésitez pas à la tester. Ensuite, il y a un sujet qui est extrêmement important, qui va être les applications de messagerie. Les applications de messagerie, on est tous au quotidien, on utilise tous les applications de messagerie pour dire à peu près tout et n'importe quoi, de la chose très légère jusqu'à la chose extrêmement confidentielle. Les communications que vous avez sur ces applications de messagerie peuvent potentiellement, si elles ne sont pas chiffrées, être écoutées, stockées, processées et utilisées contre vous. Et en fonction des contextes, en fonction des pays dans lesquels vous résidez, vous travaillez, vous habitez, ça peut devenir extrêmement compliqué. Plus que si demain, vous faites arrêter par la police, la gendarmerie ou autre, pour une raison X ou Y, parce que vous travaillez sur un dossier ou un autre, si on saisit votre téléphone et que toutes les données sont en clair, on va pouvoir savoir
quelles étaient vos sources, avec qui vous discutiez, qui vous a envoyé telle information. Et vous allez non seulement vous mettre en danger vous, mais vous allez mettre en danger les personnes avec qui vous travaillez, les personnes qui vous ont donné leur confiance. Et on sait que dans le journalisme, l'intégrité de ses sources, l'anonymité de ses sources est extrêmement importante. Et ça passe par l'utilisation d'applications de messagerie sécurisées. Alors, il y a une application qui est l'application réellement utilisée par tout le monde, qui a très reconnue par toute la communauté, qui va être Signal. Signal, c'est vraiment l'application. Si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser Signal. Signal, c'est intéressant parce que elle a été testée par de nombreux auditeurs externes et elle utilise un chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que toute la communication qui est faite lorsque vous envoyez un message de votre téléphone vers le téléphone du destinataire va être chiffrée. Donc à aucun moment, quelqu'un qui est au milieu, qui essaie d'écouter, va être capable d'écouter. Il n'y a pas, et ça c'est un autre argument qui est extrêmement intéressant, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de système de suivi à l'intérieur de Signal qui va vous prendre de l'information sans votre consentement. Et il y a une indépendance qui est très importante, autant que dans le milieu du journalisme. Il y a une indépendance de la société vis-à-vis des grandes plateformes. Et ça, c'est intéressant puisque ça leur permet aussi de continuer de faire ce qu'ils font. Vous avez le lien juste en dessous. N'hésitez pas à la télécharger, à l'utiliser, puisque c'est réellement un formidable outil que vous avez à votre disposition qui va vous sécuriser les gens avec qui vous travaillez, et en plus de ça, qui est gratuit. Odile, l'application, je ne sais pas si Nelly, tu veux en parler, peut-être prendre la parole sur le sujet. Odile, ça va être l'application qui vous est mise à disposition, qui va vous permettre d'échanger des messages, des documents en interne au niveau de votre initiative. Elle va vous permettre de rejoindre des salons de discussion sur certaines initiatives, notamment certains sujets. Et Odile est basé en fait sur un projet qui s'appelle Matrix, qui, pareil, a fait un focus, s'est concentré énormément sur la sécurité. Et il y a un chiffrement aussi qui est fait des données, donc qui permet d'avoir une couche de sécurité supplémentaire. Cette application, de la même façon, elle est gratuite. N'hésitez pas à l'utiliser. Elle est vraiment là pour ça, et je suis sûr que Nelly et Amaury seront très heureux d'avoir des retours sur son utilisation. On va passer maintenant à la deuxième partie. Je rajoute juste peut-être, Baptiste, merci beaucoup, un petit mot sur Odile. Odile ES, donc pour Odile espace sécurisé, effectivement qui s'appuie sur le protocole Matrix, donc qui est encrypté de bout en bout, donc qui vous permet d'échanger au sein de votre initiative, puisqu'on a un salon pour chaque initiative inscrite sur Odile, dans lequel vous pouvez inviter les membres de votre initiative à venir échanger à l'intérieur de ce salon-là, mais aussi entre les initiatives. Donc on a un salon avec le café, la technique, si vous avez des annonces, si vous avez envie de mener des enquêtes en collaboration avec d'autres partenaires et d'autres initiatives situées dans d'autres pays. Je vous ai mis dans le chat de cette visio le lien vers un article qui reprend ce que c'est Odile, comment la télécharger, et avec des tutoriels d'utilisation aussi. Voilà. Et comme je suis un garçon extrêmement prévenant, je suis sûr que ce lien, c'est celui-ci, j'imagine, où vous avez normalement toute l'explication de ce qu'est Odile, les liens pour la télécharger, et vous avez même une vidéo avec le tutoriel sur comment l'installer, la première connexion, etc., etc. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est vraiment la force du truc. Plus il y aura de personnes, plus ce sera intéressant. La deuxième partie, la troisième partie, pardon. La troisième partie sur 4, ça va être centré sur les gestionnaires de mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe vont être
de la même façon qu'un signal, par exemple, vont être un vrai sujet intéressant et qui va améliorer très rapidement votre sécurité personnelle, professionnelle, euh, gratuitement, avec un effort avec un effort très léger. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, le gestionnaire de mot de passe, il résout un premier problème. Avant de parler de solution, il faut parler du problème. Lorsque vous créez un compte sur les réseaux sociaux, sur des sites internet, sur Internet en règle générale, on va vous demander un mot de passe sécurisé. Donc ça veut dire quoi la plupart du temps? Ça veut dire un mot de passe qui va avoir une certaine longueur, qui va contenir des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres, et qui va être relativement compliqué à retenir. Il va être compliqué à retenir et en plus, chaque site internet va vous en demander un. Donc en fait, ça fait qu'à la fin, vous avez plein de comptes partout, plein de mots de passe différents et que vous n'arrivez pas à vous en souvenir. Alors il y a deux choix, il y a deux écoles aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire. Vous avez la première école qui va dire, bon, c'est bon, à chaque fois il me demande un mot de passe, je vais mettre le même partout. Ça, c'est extrêmement problématique. C'est très problématique parce que vous allez mettre le même mot de passe partout et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le jour où un site internet va se faire hacker, ils vont récupérer votre identifiant, votre pseudonyme, votre adresse email, votre nom, prénom. Ils vont récupérer l'unique mot de passe que vous utilisez partout et automatiquement, ils vont aller tester les sites internet, les principaux sites internet que vous êtes potentiellement susceptibles d'utiliser. Donc, mettons que je récupère votre identifiant Twitter avec votre nom, prénom, avec votre pseudonyme, votre mot de passe. Et ben, le premier réflexe en tant que hacker, ça va être de prendre ces identifiants-là et d'aller les tester sur Facebook. Et vous voyez, encore une fois, vous voyez le problème, c'est-à-dire que si vous avez le même mot de passe, et ben, en ayant un couple pseudonyme mot de passe sur un site internet, je vais hacker deux de vos comptes en même temps. Et c'est pour ça qu'il faut des mots de passe différents. La deuxième école, elle va être de dire, bon ok, je respecte les règles, je vais mettre un mot de passe différent, il n'y a pas de problème. Je mets des chiffres, des lettres très longs, 16 caractères, tout ce qu'on veut, pas de problème. Et en fait, quand ils reviennent sur le site internet, ils se disent, oh mince, en fait, j'ai pas retenu quoi. J'ai pas retenu, donc je vais faire un mot de passe oublié. Et à chaque fois, ils refont mot de passe oublié. Et ça, c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. C'est pas comme ça que ça a été pensé. Et c'est là où le gestionnaire de mot de passe est intéressant, puisqu'il va vous permettre de stocker tout ça. Et surtout, il va vous décharger de la nécessité de vous rappeler tous ces mots de passe. Il va s'en souvenir pour vous. Et à la fin, vous n'allez avoir qu'un seul mot de passe à retenir, qui va être ce qu'on appelle le master password. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est le gestionnaire de mots de passe? Ça va être un coffre-fort dans lequel vous allez stocker tous vos mots de passe. Et comme tout bon coffre-fort, eh ben, on va le fermer, ce coffre-fort. Et pour le déverrouiller, il vous faudra un seul mot de passe qui va vous permettre en fait de déverrouiller ce coffre-fort et de récupérer les mots de passe qui sont à l'intérieur. Et là où c'est encore plus pratique, c'est qu'il va la plupart du temps faire le travail pour vous. Donc quand vous allez arriver sur un nouveau site internet, il faut s'enregistrer, créer un nouveau compte, il va générer pour vous un mot de passe sécurisé. Donc vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous n'avez même pas à connaître ces mots de passe-là. Je prends mon exemple personnel, je ne connais pas mes mots de passe. Je ne connais le mot de passe de aucun de mes sites internet. Parce que tous mes mots de passe sont dans mon coffre-fort. Et quand j'arrive sur ces sites internet-là, en plus de ça, mon gestionnaire de mots de passe me dit « Ah Baptiste, tu es sur tel site internet, tu viens d'arriver sur Facebook, ah bah moi dans mon coffre-fort, je stocke tes identifiants de Facebook. Donc,
Je vais te les donner, puisque tu es dessus, c'est le moment, et tu en as besoin. Et en fait, on ne les voit jamais. On n'a pas besoin de les voir. Et la seule chose qu'il faut qu'on se souvienne, c'est le master password qui me permet de déverrouiller ce coffre-fort-là. Et une fois que je l'ai déverrouillé, je suis à l'intérieur et je peux voir mes différents mots de passe. L'aspect en termes de sécurité, on en a déjà parlé tout à l'heure, notamment sur les messageries, c'est le chiffrement. C'est-à-dire que ces mots de passe-là, qui sont dans le coffre-fort, non seulement ils sont dans un coffre-fort sécurisé, mais en plus ils sont chiffrés à l'intérieur. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas le mot de passe et qu'il secoue la boîte, qu'il essaie de récupérer depuis l'extérieur ces mots de passe, il ne va pas pouvoir, parce qu'il ne saura pas déchiffrer les mots de passe. Alors les applications, vous avez compris qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin, c'est quelque chose qui est très répandu et qui est répandu dans le monde entier. Donc de fait, il y a des sociétés qui ont pris le créneau et il y a aujourd'hui beaucoup de sociétés qui font des gestionnaires de mots de passe. Il y en a des payants, il y en a des open source, il y en a des gratuits, il y en a des plus intéressants que d'autres qui ont certaines fonctionnalités et on va en lister quelques-unes. À noter que c'est un secteur où la France se débrouille très bien. On n'en a pas tant que ça, donc autant en profiter de temps en temps. Dans les gestionnaires de mots de passe, on a des très belles sociétés qui ont fait des très beaux produits et qui fonctionnent très bien. On a par exemple LastPass. LastPass, c'est une application qui est très connue aujourd'hui, que vous connaissez peut-être, et qui permet exactement sur votre téléphone Android, mais aussi sur Apple, aussi sur votre navigateur, d'avoir ce coffre-fort-là. Et ils vont aller stocker tous vos mots de passe en ligne, sécurisés, etc. Ils n'ont pas la clé du coffre, c'est vous qui avez la clé du coffre. Et quand vous en avez besoin, vous pouvez les récupérer. Et ça va synchroniser avec tous vos appareils. Donc c'est là le côté pratique. De la même façon, vous avez quelque chose qui s'appelle Bitwarden. Bitwarden, c'est une autre alternative qui a la particularité aussi d'être open source de mémoire. Donc vous pouvez aller regarder le code et il a pu être audité, être regardé, etc. etc. Vous avez une société qui s'appelle OnePassword. OnePassword qui permet de la même façon, avec le même type de fonctionnalité, de stocker vos mots de passe. Je tenais à mettre OnePassword parce qu'il y a un sujet qui va vous intéresser, qui est que OnePassword permet, notamment pour les journalistes, d'avoir accès gratuitement à leur service. Donc n'hésitez pas, vous suivez le lien qui est marqué juste en dessous, et n'hésitez pas à faire une demande officielle avec votre adresse, l'adresse de votre rédaction ou de la société pour laquelle vous travaillez, pour faire une demande. Et vous pourrez potentiellement avoir des réductions. Alors, je n'ai pas le détail de l'offre qu'ils proposent pour les journalistes, mais je sais que de mémoire, il y a plusieurs journalistes qui ont gratuitement des licences. Plus que ça fait partie des engagements de la société, d'aider notamment le journalisme à travers le monde. Donc, c'est un avantage, c'est plus qu'un avantage, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est vraiment là pour ça. Bitwarden, de la même façon, cette application, elle est disponible sur le store. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'ensemble, on va voir un petit peu comment l'installer. Je pense tu me diras Nelly, mais on va arriver à 1 heure de présentation. L'idée globale, c'est, je pense qu'on pourra ouvrir sur des questions. Et si vous souhaitez derrière qu'on essaie d'installer ensemble, que ce soit un gestionnaire de mots de passe, des applications, si vous avez questions diverses et variées, on pourra tout à fait ouvrir et y répondre ensemble. Oui, oui, très bien. Sur Bitwarden, donc elle est disponible sur Android, vous pouvez l'utiliser, vous avez notamment l'URL qui est disponible ici. Alors, pour installer Bitwarden, l'idée générale n'est pas qu'en voyant 3 slides, vous sachiez le faire, mais c'est de vous donner la manière de faire et le process. Vous allez voir que c'est relativement facile si on s'y prend bien. Vous téléchargez l'application.
sur le Play Store. Donc vous allez, c'est la slide précédente, vous allez sur get.bitwarden.com par exemple, ou vous tapez Bitwarden sur le Play Store. Regardez, on va même pouvoir le faire. On va pouvoir le faire ensemble. Donc vous allez sur, donc je vais taper Play Store par exemple. Vous allez Play Store, vous tapez Bitwarden. Et vous allez voir que le premier résultat, c'est effectivement Bitwarden. Et donc vous faites ça sur votre téléphone et vous cliquez sur installer. Une fois que vous avez installé Bitwarden, une fois que vous l'avez installé, il va s'ouvrir et il faudra aussi vous créer un compte sur vault.bitwarden.com. Donc vous allez y aller. Hop. Vous allez sur vault.bitwarden.com. Et donc là, il va vous demander, comme un site standard, de vous inscrire. Donc vous créez un compte là-dessus. Vous créez un compte là-dessus. Une fois que le compte est créé, vous retournez dans votre application et vous allez mettre vos identifiants. Ok, j'ai mis mes identifiants. Une fois que vous avez vos identifiants, vous allez arriver dans ce que je racontais tout à l'heure, dans l'intérieur de votre coffre-fort. Et dans l'intérieur de votre coffre-fort, vous allez pouvoir organiser, avoir des collections, des dossiers, avec vos différentes informations, vos différents mots de passe. En disant, ça, c'est mon mot de passe de Dropbox. Ça, c'est mon mot de passe de Twitter. Ça, c'est mon mot de passe de ça, de ci. Ensuite, pour ajouter, et ça me paraissait important de vous le montrer, pour ajouter un nouveau couple d'identifiants, un mot de passe, un pseudonyme et un mot de passe, vous avez deux choses à activer. Vous avez quelque chose qui va s'appeler, il vous faut aller, alors vous voyez le premier écran, il vous faut aller dans les settings, donc ça va être les trois petits points que vous allez, ça va être en bas à droite, l'icône avec la roue crantée, et vous voyez qu'il y a marqué en haut, Autofill Service à Disable, à désactiver, et Autofill Accessible Service à Disable. Donc vous allez commencer par cliquer sur Autofill Service, vous allez suivre les instructions. Donc vous allez tomber sur cet écran-là, vous cliquez sur Open Autofill Settings, vous choisissez Bitwarden, il va vous faire revenir. Ensuite, et vous voyez que si ça a marché, vous allez avoir un Enable activé. Vous cliquez ensuite sur Autofill Accessibility Service. De la même façon, vous voyez qu'il vous met les instructions, vous tapez dans un premier temps sur Open Accessibility Settings, vous suivez ce qu'il vous raconte, service, vous mettez Bitwarden à on, et ensuite vous tapez sur Open Overlay Permission Settings, et vous donnez la permission à Bitwarden de potentiellement s'afficher par-dessus d'autres fenêtres. Et vous voyez qu'à la fin, vous avez bien activé sur les deux. Alors. Ensuite, je voulais vous montrer ce que ça donne. Une fois que j'ai activé les réglages correctement dans mon application, mettons que je veux créer un nouveau compte sur ce site internet. Je vais créer un nouveau compte sur ce site internet, et donc je vais arriver et automatiquement il va me dire « Ah, est-ce que vous voulez qu'on remplisse de manière automatique avec Bitwarden ?» Et il va vous proposer, il va dire « Ok, vas-y, on va créer un nouveau compte sur Stack Overflow, on met un nom d'utilisateur, je te génère un mot de passe, tu le sauvegardes et automatiquement, on va choisir Stack Overflow ici et il va remplir lui tout seul tous les champs. On valide et c'est bon, on a créé notre compte. Non seulement on a créé notre compte et en plus notre compte est enregistré dans Bitwarden. Donc la prochaine fois qu'on va revenir, et c'est ce qu'on va montrer ensuite, la prochaine fois qu'on va revenir sur le système, sur ce site internet-là, il va dire « Ah, mais c'est bon, dans mon coffre-fort, j'ai un mot de passe qui correspond. » Par exemple, si là, je vais sur Dropbox, j'ouvre mon application Dropbox, il me dit automatiquement « Tiens, j'ai... » Hop là, pardon, excusez-moi. Il me dit automatiquement « J'ai un mot de passe dans mon coffre-fort qui correspond à Dropbox.com. »
et qui est avec l'adresse email tutoriel bitwarden.com. Donc c'est lui-même tout seul qui a fait le travail. Et vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer, dire OK, bah, je vais choisir cet identifiant. Donc il vous le propose, vous cliquez dessus et automatiquement il va remplir les champs. Et vous voyez ce que je vous racontais tout à l'heure, que en fait, à aucun moment, vous avez besoin de connaître votre mot de passe. Il n'y a pas besoin de connaître les mots de passe, parce que vous ne les voyez jamais. Ils vont se remplir tout seuls. Alors, on va parler du dernier sujet, qui va être l'authentification de second facteur, à deux facteurs. C'est une notion qui est un peu plus compliquée, mais qui est vraiment fondamentale. Si vous avez ça d'activer, alors, tout est toujours hackable, vous pouvez toujours vous faire attaquer, mais vous mettez vraiment une grosse limitation à vos attaquants potentiels. Alors déjà, il faut définir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est l'authentification à deux facteurs? Quand vous créez un compte sur les réseaux sociaux, sur des sites internet, on l'a vu tout à l'heure, on va vous demander une adresse email, un pseudonyme et un mot de passe. Quand vous allez vous identifier sur le site internet en question, vous allez mettre votre identifiant et un mot de passe. Et vous allez être identifié. L'idée de l'authentification de facteurs, c'est de dire, OK, bah, j'ai cette première étape-là, de rentrer des identifiants, nom d'utilisateur, mot de passe, mais je vais rajouter une seconde couche. Je vais rajouter une seconde couche pour vraiment valider que c'est bien la personne. Et je vais valider une seconde couche par un deuxième moyen, qui ne va pas passer par mon ordinateur, qui potentiellement va passer, par exemple, par un code que je vais envoyer par SMS. Donc, je vais rentrer mon identifiant, mon mot de passe. Le site internet va m'envoyer un code par texto. Et je vais avoir un écran sur le site internet qui va me dire « Ah, avant de rentrer sur le site, est-ce que vous pouvez nous donner le code qu'on vient de vous envoyer par texto ?» Donc, grosso modo, c'est ce que je viens de raconter. Je rentre mes identifiants, on m'envoie un code, je rentre le code sur le site, c'est bon, je peux rentrer. Alors, il y a peut-être une notion que vous avez déjà entendue, qui s'appelle, il y a le 2FA, Second Factor Authentication, et MFA, Multi-Factor Authentication. Et il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux qui est que le MFA, on va vous demander à plusieurs reprises de prouver votre identité et par plusieurs canaux différents. Ça va potentiellement, le 2FA, c'est traditionnellement via le texto, comme je racontais tout à l'heure, mais dans certains pays, notamment, le réseau téléphonique n'est pas forcément fiable en termes de qualité de service. C'est-à-dire que le site internet va vous l'envoyer, mais l'opérateur du pays ne va pas vous délivrer le texto à temps, et donc quand vous allez le recevoir, il va être périmé ou vous n'allez jamais le recevoir. Ou, si vous travaillez sur des choses qui sont sensibles, les textos sont absolument pas sécurisés. Et donc, il peut y avoir interception de ces textos-là. Le MFA, on va pouvoir utiliser d'autres moyens de communication pour récupérer un code temporaire. On va par exemple, vous le voyez sur le côté, à gauche, il y a une petite clé qu'on va pouvoir brancher à notre ordinateur, qui va dire oui, c'est bien moi, et en plus j'ai la clé qui permet d'accéder au système. Personnellement, mon compte Google, je l'ouvre avec une clé de ce type-là, ce qu'on appelle les clés Yubico. C'est des clés qui permettent de valider que c'est bien moi. Donc je mets mon identifiant, mon mot de passe, et ensuite Google me dit « Ok, maintenant il me faut la clé associée à ce compte-là ». Alors les applications. Il y a des applications, encore une fois, et c'est tout l'objet de cette formation, des applications qui sont disponibles au grand public, qui sont gratuites et qui sont faciles d'utilisation. Donc c'était vraiment, et vous l'avez compris tout au long de ma prise de parole, l'idée globale est vraiment de vous donner des outils, là, tout de suite, maintenant, qui sont disponibles et que vous allez pouvoir utiliser à l'issue de la formation. Le premier outil qui existe, il s'appelle Google Authenticator et qui est un logiciel disponible sur le Play Store, vous pouvez le chercher dès maintenant, qui va vous donner
en fait, qui va vous permettre d'utiliser l'authentification à 2 facteurs et va vous donner un code limité dans le temps. Alors, comment ça fonctionne? Ça va être globalement les écrans que vous allez voir quand vous allez ouvrir l'application la première fois. On va vous demander, en fonction des services, et on va le tester ensemble, vous allez voir, on va le mettre en place pour un compte Twitter, par exemple. Vous allez aller sur Twitter, vous dites OK, je vais aller dans la sécurité, dans les réglages de sécurité de mon compte Twitter, et je vais dire je veux sécuriser un peu mieux mon compte Twitter. Twitter va vous donner un QR code qu'il va falloir flasher avec votre téléphone, qu'il va falloir lire avec le téléphone, et en fait, vous allez avoir une nouvelle entrée sur votre téléphone où vous allez avoir des codes sur l'application, vous allez avoir des codes qui vont être générés toutes les 10 ou 15 secondes et qui vont vous être demandés lorsque vous allez vous identifier la prochaine fois sur Twitter. Vous avez un équivalent, évidemment, c'est un secret pour personne. Quand Google fait quelque chose, Microsoft fait la même, et vice-versa. Microsoft a décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent. Par exemple, si vous allez sur votre adresse en outlook.com, vous mettez vos identifiants. Si vous avez Microsoft Authenticator installé sur votre téléphone, il va vous envoyer une notification en disant « Ah, il y a quelqu'un qui essaie de se connecter à votre compte ». Pour valider la connexion, cliquez sur la notification. Vous cliquez, vous allez devoir donner un code PIN, soit votre empreinte ou utiliser le Face ID et la reconnaissance de votre visage. Et du coup, ce sera la seconde couche de sécurité qui permettra à l'utilisateur de rentrer réellement sur le compte Outlook et de consulter ses mails. Donc, comment ça fonctionne? C'est exactement ce que je viens de raconter. Vous avez quelqu'un qui essaie de se connecter, vous allez recevoir une notification, vous tapez dessus. Est-ce que vous voulez l'approuver ou pas? Oui, non, j'approuve. Et du coup, on est bon. Et de la même façon, comme Google Authenticator, le service est exactement le même, vous allez avoir des codes temporaires qui vont être générés. Vous voyez par exemple Facebook. Et donc si keigo1988@outlook.com veut se connecter, il va devoir donner ce code temporaire-là. Alors comment on fait? Et ce sera le dernier exercice qu'on va faire ensemble, en tout cas sur les slides. Comment on met en place la seconde authentification pour Twitter? C'est en réalité extrêmement simple. Vous allez dans les réglages. Vous allez dans les réglages de votre compte et vous allez chercher Settings on Support, Settings on Privacy, Security on Account Access, Security, Two-Factor Authentication. Ça semble compliqué comme ça, on peut le faire ensemble. Vous allez ensuite cliquer sur l'option Authentication App et vous allez taper votre mot de passe. Ce qui va vous demander votre mot de passe et vous allez tomber sur cet écran. Vous cliquez sur Get Started. Dans le carré gris, vous allez avoir un QR code. Ici, il a été masqué pour des raisons de confidentialité. Vous allez avoir un QR code. C'est à ce moment-là que vous devez prendre votre téléphone et scanner ce QR code. Et vous allez avoir cette petite ligne, par exemple, Twitter, avec les comptes temporaires, les numéros temporaires qui vont s'afficher. Vous allez devoir mettre ce numéro à 6 chiffres qui a été généré dans l'application. Le site internet va vous le demander. Et une fois que c'est mis, vous allez avoir cet écran et c'est tout bon. Ils vont vous donner ce qu'on appelle des codes, des recovery codes. Si jamais vous perdez votre application, si jamais vous perdez votre téléphone, si vous le faites voler, vous allez avoir besoin de récupérer l'accès à votre compte. Et ces codes pour récupérer votre compte sont extrêmement importants. Donc, il faut les stocker ailleurs de manière ou en temps voulu à pouvoir les récupérer. Je vous remercie beaucoup. Je reste à disposition pour les questions, pour les manipulations et on a encore un petit peu de temps ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, c'est fait pour ça. Merci à tous.
Merci beaucoup, Baptiste. On fera passer. Alors, le webinaire sera disponible au revisionnage sur le site d'Odile très prochainement, incessamment sous peu, et on enverra le petit code que tu as partagé tout à l'heure aux participants et participantes de cette formation. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée en attendant. Alors après, ça peut paraître le problème, et c'est un problème de format, et c'est pour ça que c'est toujours sympa aussi de se voir, de tester, et il faut mettre, à un moment donné, il faut mettre les mains aussi, entre guillemets, dans le cambouis. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des questions qui vont vous venir une fois que vous allez commencer à essayer de mettre en place ces outils. Nelly va vous faire parvenir les slides. Vous allez avoir les slides. Dans toutes les slides, vous allez avoir les liens. Tous les liens, j'ai fait exprès de mettre les liens. Vous allez voir tous les outils qui sont proposés sont des outils gratuits. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Vous cliquez dessus, vous essayez de les installer. Vous avez aussi mes coordonnées. Vous allez à la fin, sur le dernier slide que vous avez vu, vous avez mon compte Twitter et l'adresse email. Et n'hésitez pas à poser des questions. Et même autour de vous, n'hésitez pas à poser des questions sur ces outils-là. Et les gens sont toujours très prompts à aider pour améliorer la sécurité et encore plus du monde journalistique. On a une demande de prise de parole. Oui, que j'ai accordé. Vous pouvez ouvrir votre micro, Serge, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci pour cette formation, Monsieur Baptiste, et surtout pour Odile, pour nous avoir encore rassemblés pour ça. Moi, ma préoccupation, c'est de savoir comment se fait-il que toutes les applications que que vous nous avez proposées sont en anglais pendant que la formation était en français. Est-ce que cet anglais, finalement, vous n'avez pas des applications en français pour qu'on aille plus vite? Parce que nous autres, surtout nous qui sommes dans les pays francophones, l'anglais, ça ne sera pas peut-être facile pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les astuces, quoi? Alors, c'est une déformation et pour le coup, j'en prends la responsabilité. Effectivement, les slides étaient en anglais. Après, en soi, je vous rassure, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, les slides, en théorie. C'est plutôt ce que je raconte. Et c'est les illustrations sont en théorie sont censées être là justement pour illustrer le propos. Et c'est plus un support qu'autre chose. Sur la quasi-totalité des applications, pour pas dire la totalité des applications qui sont listées, elles sont toutes disponibles en français. Elles sont vraiment toutes en français. Donc, vous allez pouvoir les installer, vous allez avoir des guides en français. D'ailleurs, alors je vais repartager mon écran rapidement pour vous montrer. Comme je vous disais, en fait, il y a notamment au niveau des gestionnaires de mots de passe. Alors, attendez, hop. Notamment au niveau des gestionnaires de mots de passe, vous allez avoir beaucoup de sociétés françaises. Et donc, ces sociétés françaises, par exemple, installer l'espace guide, je crois que c'est plutôt One Password, il me semble de mémoire. Guide installation français, vous tapez. Voilà. Vous allez par exemple ici, vous avez tout un guide fait par la société qui vous dit, ok, bah, le One Password, il vous faut faire ci, vous avez des vidéos, et vraiment c'est assez bien expliqué. Donc les ressources en français, à ce niveau-là, c'est vraiment pas du tout un souci. Les ressources en français, elles sont disponibles, et il y a vraiment, c'est pas mal développé. Après, je vous l'accorde, là, les slides étaient en anglais, c'est peut-être pas malin de ma part. Pareil pour ODILES, on a fait des tutoriels d'utilisation en anglais. Si vous avez oublié votre mot de passe ou que vous ne savez plus vous connecter, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un mail pour qu'on puisse recréer un mot de passe. Je sais que l'application a été créée il y a un petit moment, il y en a qui sont passés dessus et qui l'ont peut-être oublié dans le fin fond de leur téléphone. Donc voilà, vous faites un mot de passe oublié, on vous renverra un mot de passe. Et après, vous pouvez trouver la version web que je vous mets dans le chat.
Vous pouvez ouvrir vos micros, comme on n'est pas très nombreux, je pense qu'on risque pas de se marcher dessus. Allez-y, Serge. Oui, Nelly, en fait, moi, c'est ce portail, en fait, aussi qui m'intéresse. Je le trouve très intéressant par rapport peut-être à Zoom et tous ces portails-là qu'on utilise. Je vois, c'est signé Checkfest. Est-ce que c'est ouvert pour tout le monde ou c'est seulement c'est resté pour Odile et ses partenaires? Ah, la plateforme de visioconférence? Oui, Alors, non, la plateforme de visioconférence, donc c'est Whereby, c'est un outil qu'on utilise parce que ça a l'avantage, de ne pas demander de télécharger quoi que ce soit, de pas avoir de système de connexion et qui marche pas trop mal quand la connexion Internet est un petit peu douteuse. Là, c'est notre salle à Check First, donc qui est le nom de notre entreprise. Mais après, Whereby, c'est un outil qui peut être utilisé gratuitement jusqu'à un certain point. Il me semble que, en fait, il y a jusqu'à un certain nombre de personnes. Là, on peut accueillir jusqu'à 200 personnes dans la salle virtuelle, mais la version gratuite ne peut accueillir que 20 personnes, il me semble. ok, intéressant. On va devoir l'essayer peut-être. Mais effectivement, c'est le meilleur compromis qu'on ait pu trouver, notamment par rapport à Zoom, par rapport à Teams, par rapport à Google. Il y a juste à cliquer sur le lien, à rentrer son prénom et on peut accéder directement à la visio. Ouais, parce que l'autre fois, quand on avait fait nos vidéos, vous vous souvenez? Oui. C'était pas du tout facile, hein? Donc on devrait chercher des connexions, on fait comment, on utilise quelle plateforme et tout. Et alors, pour tout vous dire, on est aussi en train de voir un outil qui consomme encore moins de bande passante parce que des fois, Whereby, c'est un peu compliqué, bien que ce soit l'idéal. Mais donc, on y travaille. Ok, courage. Bonjour. 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 Oui, c'est Faïdi, je suis de Webstaff à Dakar. Merci Nelly, merci Basbis. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est pas tout à fait lié à la profession de journaliste, mais c'est qu'on utilise beaucoup, on ouvre notre compte bancaire sur nos téléphones, nos ordinateurs. Je pense est-ce qu'il y a une application pour sécuriser un peu cela, même si il est évident que ces entreprises qui mettent en place ces applications, voilà, essaient de sécuriser. Mais est-ce qu'il y en a des applications qui peuvent vous permettre de sécuriser davantage l'utilisation de nos comptes bancaires sur nos téléphones et ordinateurs? L'autre chose est que si c'est Signal, moi j'ai Signal sur mon téléphone, mais je trouve que il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs ou bien les gens n'utilisent pas beaucoup. Finalement, ça devient très... Moi-même, j'oublie que je signale parfois. C'est cela le problème. Merci. Alors, je vais commencer par Merci à vous pour les questions, qui sont des très bonnes questions. Je vais commencer par la deuxième question, qui est relative en fait à l'adoption de Signal. L'adoption de Signal, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que avec Signal, vous pouvez parler aussi avec des gens qui n'ont pas Signal. Sauf que vous perdez le bénéfice qui est d'avoir une connexion chiffrée de bout en bout. De fait, l'adoption d'une application de messagerie sécurisée, eh ben, soit vous avez les gens, soit vous les avez pas. Pour vous donner mon expérience tout à fait personnelle, c'est que il y a quelques années, j'avais un contact sur Signal. Vraiment, j'ai commencé, j'avais une personne dans mon entourage qui l'utilisait et je me suis mis à l'utiliser. Aujourd'hui, j'ai la quasi-totalité. Je n'envoie plus aucun texto. Ça dépend réellement, comme je l'ai dit régulièrement dans la formation, ça dépend vraiment de là où vous habitez, des communautés que vous fréquentez, dans quel milieu vous travaillez, et si ce milieu-là a l'habitude d'utiliser cette application-là. Mon avis et mon point de vue, qui est encore une fois tout à fait personnel, il serait de dire il faut être le premier ambassadeur, et c'est aussi à ça que sert ce type de formation, ce type de sensibilisation. Il faut être le premier ambassadeur des solutions qui sont sécurisées et qui sont des solutions chouettes.
Et donc, aujourd'hui, vous avez Signal. Effectivement, vous l'oubliez parce que la force de l'habitude, parce qu'on fait tous plein de choses et qu'on est tous très occupés. Prenez le réflexe, quand vous avez quelque chose d'un peu sensible, quand vous avez quelque chose qui vraiment est important, de dire à votre interlocuteur, OK, là, cette fois-ci, ce serait chouette que si tu pouvais installer Signal de ton côté, comme ça, on se sécurise, on est tranquille tous les deux et on peut discuter en toute liberté. Et c'est une habitude à prendre, je vous l'accorde, qui est un changement de comportement à prendre, qui est plus ou moins facile, mais qui est faisable, qui est vraiment faisable. Ça se fait de plus en plus. Et on voit que ça prend de plus en plus. On a beaucoup, par exemple, en France et en Europe, des journalistes, la quasi-totalité des journalistes qui aujourd'hui on signale et c'est devenu une habitude. Et ça arrive même dans les écoles de journalisme. Aujourd'hui, on va apprendre aux élèves, aux futurs journalistes de demain, d'utiliser Signal et que c'est vraiment l'application par défaut qu'il faut qu'ils utilisent. Pour répondre à la deuxième question, vous avez tout à fait raison. Les banques, les banques qui vont développer les applications font un maximum pour développer des services qui vont être sécurisés. Il y a une couche de sécurité supplémentaire qui a été rajoutée notamment par Samsung, par exemple, pour créer des containers à l'intérieur du système d'exploitation. Vous avez un conteneur, une technologie qui s'appelle Knox, K-N-O-X, qui à l'intérieur en fait du système d'exploitation, donc c'est un Android qui a été customisé, modifié par Samsung, ils ont rajouté ce conteneur-là qui est isolé par rapport au reste du système d'exploitation, par rapport au reste de votre téléphone. Et donc, si vous mettez vos applications bancaires dedans, elles vont être isolées par rapport aux autres applications qui ne sont pas dans le conteneur, mais qui sont aussi sur votre téléphone. Et ça, c'est un exemple, parmi d'autres, de couches de sécurité supplémentaires si vraiment vous voulez sécuriser encore un peu plus ça. Pour répondre à la question qui a été posée, alors, WhatsApp chiffre les données de bout en bout, de la même façon que Signal. Et d'ailleurs, le protocole qui est utilisé par WhatsApp est le protocole de Signal, puisque le protocole qui permet le chiffrement de Signal, en fait, a été mis en open source. Il est disponible à tous. Et donc, WhatsApp, et ensuite Facebook, puisque Facebook a racheté WhatsApp, s'est emparé de ce truc-là et l'a utilisé. Le problème de WhatsApp, il est que aujourd'hui, WhatsApp appartient à Facebook. Et tout ce qu'on appelle les métadonnées vont être partagées avec la maison mère, avec WhatsApp. Donc, le contenu de votre message, quand vous envoyez un message à monsieur ou à madame en disant chérie, j'arrive ce soir à 18h, le chérie, j'arrive à 18h ne sera pas transmis à Facebook. Par contre, l'information que le numéro de téléphone avec telle valeur a envoyé à 18h02 un message à tel numéro de téléphone qui lui-même a été reçu à tel moment, ça c'est tout ce qui est les métadatas autour de votre message, et ces métadatas ils vont être envoyés à la maison mère, étudiés, processés, revendus, etc., etc. Pour vous donner l'ampleur et l'importance des métadatas, les Américains, notamment, lors des différents conflits, ont notamment pris des décisions de bombardement à des endroits, en Irak, en Afghanistan, basées sur de la métadata seulement, basées sur ce type d'informations-là. Donc, ce type d'informations-là, elles sont utilisées, processées, analysées, et c'est pour ça que c'est ce que je vous disais dans le slide par rapport à Signal, c'est que le Signal est intéressant dans le sens où il ne partage pas la donnée, où il n'y a pas de suivi de votre activité sur toutes vos métadatas, elles ne sont pas revendues, exfiltrées, etc. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc en gros, avec WhatsApp, si je comprends bien, on ne peut pas savoir ce qu'on se dit, mais on peut savoir qui on appelle et à qui on écrit, quand et depuis où. Tout ce qu'il y a autour, exactement. Okay. Alors j'ai vu qu'il y avait Yacouba Dramé qui avait levé la main aussi pour prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la parole donnée. Félicitations
à Baptiste pour la qualité très explicite de ces explications. Et je crois c'est la pratique qui va faire la différence maintenant. On va essayer de prendre les outils en main. Moi, c'est Yacouba Dramé, fact-checker malien. Je suis basé à Mopti. En fait, ma question a été prise en charge par rapport à la seconde question de Fadi, à l'utilisation des signaux. Parce que nous, ici, sur le terrain, on est confronté à ça parce que nos sources n'utilisent pas ces réseaux sociaux. Donc, souvent, quand vous les expliquez pour les dire pour la qualité et aussi la sécurité de l'entretien, que vaut mieux faire ce signal, souvent, ils ne comprennent pas. Souvent, le téléchargement de l'application et la prise en main, c'est difficile pour ces personnes qui vivent souvent dans les milieux ruraux, quoi. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un vrai constat. Et c'est vrai que parfois, ça peut être très compliqué. Je rajouterais à ça aussi une information qui est essentielle et qui est importante. On a tous l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux. Moi, le premier, je passe beaucoup trop de temps sur Twitter et vous allez parler par message privé avec différents interlocuteurs. Et c'est assez commun pour un journaliste notamment, et notamment pour des personnes qui vont faire du fact-checking, d'aller discuter avec un interlocuteur à travers son compte WhatsApp, à travers son compte Facebook, pour aller essayer de prendre du contact, ce qui est tout à fait normal, ce qui fait partie du travail. La problématique de ça, c'est que tous les messages que vous allez envoyer, non seulement sur Twitter, ils ne vont pas être chiffrés. Donc, tous les messages ne sont pas chiffrés, ce qui veut dire que n'importe quel employé de Twitter va pouvoir accéder au contenu de vos messages. Les messages ne sont pas sécurisés correctement, donc ils ne sont pas chiffrés, il n'y a pas de confidentialité. Vous êtes complètement tributaire de comment la société gère vos messages. Et avec Twitter, c'était déjà pas terrible avant Elon Musk. Ça va l'être encore moins aujourd'hui. Donc, tous les messages et potentiellement les informations confidentielles que vous pouvez envoyer sur une messagerie Twitter, une messagerie Facebook ou autre, faites extrêmement attention. À un moment donné, quand vous prenez du contact, quand vous rentrez en relation avec quelqu'un pour une affaire ou une autre, pensez assez rapidement à lui dire « Ok, bon, là on a pris contact sur Twitter, très bien. Est-ce qu'on peut s'échanger les numéros de téléphone et passer sur une messagerie sécurisée ?» S'il a WhatsApp, prenez WhatsApp. S'il ne veut pas mettre signal, dites-lui OK. Mais vous préférez même WhatsApp que juste Twitter ou une messagerie interne d'un site quelconque. Il faut toujours mieux une application qui utilise du chiffrement que pas de chiffrement du tout. Je reviens, je peux revenir? Bien sûr. Oui. Tout à l'heure, vous aviez parlé dans votre présentation de l'utilisation des réseaux Wi-Fi, surtout quand on se trouve dans un endroit où voilà, un lieu privé. Voilà. Moi, par exemple, j'utilise VPN sur mon ordinateur portable et sur mon téléphone portable. Au besoin, quand je sors. Voilà. Il y avait un autre outil dont on m'avait parlé, mais j'ai oublié le nom, qu'on disait qu'il était beaucoup plus sécurisé que VPN. Je pense que c'est Tor ou quelque chose comme ça. Tor. Je ne sais pas si Tor, quelque chose comme ça. J'ai oublié, mais je ne sais pas si vous avez connaissance de cela. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ce point, parce qu'il y a deux choses très importantes dans ce que vous avez dit. Il y a la notion de VPN. La notion de VPN, les VPN est intéressant. Si vous avez la possibilité d'installer un VPN, faites-le. C'est intéressant, notamment lorsque vous allez être en déplacement, en mouvement. Ça peut être intéressant d'avoir un VPN. Qu'est-ce que c'est un VPN ? Un VPN, c'est déjà, comme on l'a fait depuis le début de la formation, d'expliquer les acronymes. VPN, c'est Virtual Private Network. Ça va être un réseau privé virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, on va créer un tunnel
Et au lieu d'avoir une adresse IP sur Internet qui va être votre adresse IP de votre maison à vous, en fait, on va créer, il y a votre adresse IP, il va y avoir un tunnel qui va être fabriqué, et votre adresse IP pour le reste du monde, ça va être la machine de la société de VPN en question. Et donc, le reste du monde ne verra pas votre adresse IP. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que si, encore une fois, vous travaillez sur des choses un peu sensibles, bah, vous n'avez peut-être pas envie de savoir que le reste du monde, vos attaquants potentiels, et j'en reviens au modèle de menace qu'on a présenté au tout début, vous n'avez peut-être pas envie que vos attaquants potentiels connaissent votre adresse IP et donc votre domicile. Et c'est là où utiliser un VPN, c'est important. Après, attention, sur les VPN, il y a VPN et VPN. Vous avez tout ce qui est VPN gratuit, et les VPN gratuits, il n'y a absolument rien de gratuit dans ce monde. Donc, les VPN gratuits vont souvent utiliser votre donnée, analyser votre trafic et faire du business purement et simplement sur les données qui vont transiter, sur vos données qui vont transiter sur leur serveur. Donc, ayez conscience que si vous faites utiliser un VPN gratuit, c'est jamais très gratuit. Et donc, vous payez avec une partie de votre vie privée. Un très bon VPN que je recommande à tout le monde, et je n'ai pas d'action chez eux, c'est ProtonVPN. ProtonVPN, c'est payant, mais il y a plein de garde-fous et de garanties sur le fait qu'ils font bien leur travail et ils protègent la vie privée de leurs clients. Le deuxième sujet, qui est le sujet de Tor. Tor, ça va être un navigateur qui vous permet notamment d'accéder au dark web. Tor, il va utiliser un protocole qui s'appelle le protocole en oignon, qui va en fait encapsuler votre trafic. Comme un oignon, il va y avoir plusieurs couches. Et en fait, quand vos requêtes vont être envoyées sur Internet, elles vont être emballées par plusieurs personnes, par plusieurs intermédiaires, plusieurs ordinateurs, de manière à être complètement transparente. Et à la fin, plus personne ne saura d'où la requête de base venait. Et donc, personne ne saura d'où votre requête venait. Donc, si vous avez la possibilité d'utiliser Tor, et si vous en avez le besoin, c'est-à-dire que vous travaillez vraiment, encore une fois, sur des choses sensibles et vous ne voulez vraiment pas que quelqu'un regarde votre trafic, utilisez Tor. Vous allez... alors, le site internet, ça va être tor.com. Non, pas .com. Ça va être torbrowser.com. Si je dis pas de... Je vais vous mettre le site. torproject.org. J'y étais pas du tout. Je vous mets le site dans le chat. Et si vous voulez regarder, n'hésitez pas, vous pouvez le télécharger. Et effectivement, je le recommande. C'est intéressant à utiliser. Ça doit faire partie des outils, qui sont des outils gratuits, encore une fois, qui sont installés sur votre ordinateur et que vous pouvez dégainer à tout moment et que vous pouvez utiliser et rajouter dans vos habitudes du quotidien. Moi, j'ai une question, Baptiste, en termes de transfert sécurisé. Quand on est journaliste, on a parfois à bosser sur des gros jeux de données où on écrit des grosses enquêtes, où on travaille sur des gros CSV qui passent pas par les adresses mail. Oui. On a beaucoup tendance à utiliser WeTransfer. Quid de la sécurité de WeTransfer de une, et de deux, est-ce que tu connais une alternative qui soit plus sécurisée à WeTransfer? Alors, je vais dire, je suis en train d'essayer de retrouver un document. Il y a effectivement un service. Il y a un service qui a été créé notamment pour ce type de choses, à la suite des différentes fuites de données SecureDrop. Si vous cherchez, je vais vous mettre le site internet. Il y a beaucoup de rédactions, securedrop.org.
il y a beaucoup de rédactions, notamment à la suite des révélations de Snowden, qui ont installé ce logiciel-là et qui se sont fait des instances. Et vous avez notamment plusieurs instances qui sont disponibles sur le dark web. The Guardian en a fait une, le New York Times en a fait une, qui permettent à quelqu'un qui souhaite divulguer des informations tout en restant anonyme d'envoyer des fichiers, d'envoyer des fichiers à un destinataire. C'est une alternative qui est extrêmement anonyme, et en termes de vie privée, bon, c'est très très bien. Ensuite, vous avez la possibilité, d'installer en fait votre propre drive, votre propre cloud, si je puis dire, et il y a quelque chose qui s'appelle Nextcloud. Vous allez pouvoir le trouver à nextcloud.com et qui est complètement open source. Donc si vous tapez nextcloud.com, vous allez le trouver, c'est complètement open source et vous pouvez tout à fait l'installer sans aucun problème. Donc il y a, et là c'est plus une question en termes d'organisation, en termes de société, il faut que les rédactions, et c'est un vrai travail, notamment au niveau du management, au niveau des directions, des chefs de rédaction, de pousser un changement en termes d'organisation, de dire on va installer techniquement les outils qui vont permettre à nos journalistes de travailler et on sera chez nous. C'est-à-dire que le Nextcloud, il sera installé sur nos ordinateurs à nous. Donc quand on envoie quelque chose, c'est notre service. On ne passe pas par une société tierce. Et donc s'il arrive quelque chose, c'est chez nous. On sait ce qui se passe. Et il n'y a rien qui sort. Donc la solution, et après il y a tout un sujet très politique derrière ça, la solution, elle va passer par des outils ici, qui sont des outils open source, que les gens vont pouvoir s'approprier, vont pouvoir installer dans leur société, maîtriser et savoir ce qui rentre, ce qui sort, et vraiment se les approprier. Mais pour répondre en totalité à la question, WeTransfer, je connais absolument pas leur sécurité, je connais absolument pas la manière dont ils utilisent les données de leurs utilisateurs et les métadonnées de leurs utilisateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ce type de système-là, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, tiens, j'ai de la donnée, je donne ma donnée à un service tierce, tu la stockes pour moi, et j'ai un camarade qui va venir la chercher chez toi. Donc, il y a un moment donné, je donne littéralement ma donnée à un service tierce. Donc, un petit peu comme je disais dans les premières slides, sur notamment le QR code, je mets ma confiance dans un service tierce que je ne connais pas et qui est gratuit. Et comme dans ce monde, il n'y a jamais trop rien de gratuit, forcément, mes données, à un moment donné, vont être revendues, ou à minima les métadonnées. Donc, faut être très conscient que toutes les sociétés ont besoin de vivre, toutes les sociétés ont besoin de se faire de l'argent. Donc, si le service est gratuit, posez-vous la question de vous dire comment ils vivent en fait ces gens-là. Il faut bien payer les gens à un moment donné. Et donc, ça ne veut pas dire que, et encore une fois, je ne connais pas WeTransfer et je ne sais pas comment ils gèrent tout ça, mais il n'y a jamais rien de gratuit. Merci. On arrive tout doucement au bout des 2 heures. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Donc oui, effectivement, il y aura tous les liens qui seront disponibles, les liens de téléchargement des applications, de tous les outils qu'on a évoqués aussi pendant la session de questions-réponses. Ok, et je pense qu'on peut clore cette formation. Merci beaucoup, Baptiste, d'avoir pris le temps de nous expliquer les fondamentaux de la cybersécurité, surtout dans le cadre de la francophonie où on travaille dans 88 pays et des pays où parfois la situation politique est assez instable et ce qui rend le travail des journalistes d'autant plus dangereux, et d'où l'importance de savoir bien se protéger en ligne.
Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette formation. Elle sera disponible au revisionnage si vos collègues veulent la voir ou si vous voulez la revoir. En attendant, je vous invite à venir vous inscrire à notre infolettre qu'on envoie toutes les semaines pour être tenu au courant des actualités d'Odile. Si vous avez la moindre question par rapport à Odile ES ou quoi que ce soit, on reste également tout à fait disponible par mail. Et je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ah, les messages arrivent toujours dans les spams. Merci Serge de me le signaler. Je vais demander à Maury, qui s'occupe de la technique chez nous, de voir pourquoi les messages arrivent toujours dans mes spams. Mais c'est un problème. Merci de me le signaler, Serge. Bonne fin d'après-midi à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Salut Baptiste. Au revoir.